Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et là je suis très content avec mon coéquipier, le plus charmant que Prince Charles, c'est Charlie Bayer, un de nos rois de deuxième ligne. Comment tu vas mon cher Charlie? Ça va très bien, ça va très bien. Charmant, c'est pas un qualificatif que tous mes adversaires m'auraient donné, hein. Mais c'est gentil, je prends. Même si tu les fais des câlins. C'est ça. Bon, notre autre charming co-host, il n'est pas disponible, mais en fait, il a une absence excusée. Comme il est coach, il est avec ses Zoudous, il était avec ses Zoudous de son club en Normandie. Ils sont allés à Caen et pas Cannes. J'ai toujours confondu les deux. En fait, c'est pas le même endroit. Donc, C'est un peu moins glamour. voilà, notre cher Théodore de Saint-Rémy va de retour pour le prochain épisode très bientôt. Tiens, en parlant des jeunes, je voulais juste dire pour un groupe de jeunes à côté de chez moi, c'est le U19 à Pontarlier, qu'ils ont gagné le champion régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je voulais dire félicitations à eux, à Pontarlier. C'est quand même un vide de rugby Pontarlier, juste à côté de la frontière suisse. Félicitations à tes voisins. En parlant des jeunes qui sont un peu hyperactifs et qui aiment bien marquer, il y avait les U20 de Géorgie qu'ils ont battu 40-38. Ils ont battu les Anglais. Parce que passer 40 pions aux Anglais, c'est quand même pas chose aisée, chose aisée. C'est pas aisé de dire chose aisée non plus. Et félicitations à eux, ça promet pour le futur du rugby européen. La Géorgie, c'est vraiment la 7e destination, hein, et ils l'ont encore une fois prouvé, même avec leur génération à venir. Et congratulations à toi aussi, parce qu'il y avait des jolies photos de toi et ton club dans le magazine La Revue. Rafu, absolument. Rafu a fait un petit reportage sur le Massif Central, l'USOMC, Massif Central qui, comme son nom l'indique, est dans le sud de Paris, un club parisien dans lequel j'ai joué 10 ans, 11 ans maintenant. Et ouais, il y a un super article, des super photos. Ça parle beaucoup de l'école, beaucoup des bénévoles qui constituent ce club. Ça parle des équipes féminines aussi nouvellement créées qui fonctionnent bien au niveau du recrue et de l'engouement qu'il y a autour. Et on voit ma petite tronche, quoi. Donc ça fait plaisir aussi, à moi en tout cas. Mais voilà, très beau numéro qui est consacré au rugby amateur en règle générale, et c'est bien fait, au bienfait de l'associatif dans le sport, voilà. Voilà, Et donc donc c'est. avec un petit coin consacré à l'USOMC que je salue. Mais je ne suis pas le seul à être aux infos, n'est-ce pas? Apparemment, c'était assez drôle parce que ce samedi, je suis en train de faire des courses et tout, et je reçois des textes. Hey, Ticket, t'es sur TF1. Et en fait, quand j'étais, tu sais, tu te souviens, j'étais en Irlande, à Cork, pendant certain moment. Et en fait, on a fait une Ouais. soirée dansante. Il y avait de Irish Dance, il fallait apprendre. Je suis allé avec mes élèves et tout, on allait apprendre le Irish Dance. Et c'était super sympa. Et en fait, très drôle, il y avait TF1 qui était là ce soir-là. Et donc, il y a un petit clip de moi en train de danser le Irish Dance. Donc, c'est quand même assez drôle. Et est-ce que tu faisais les bons pas, ou est-ce que c'était un peu filmé au mauvais moment? Non, j'avais un grand sourire parce qu'il fallait juste dire 1, 2, 3, 1, 2, 3 et sauter un peu sur place. C'était super sympa. Et écoute, et congratulations aussi à nous parce que c'est notre 100e épisode aujourd'hui. Et ouais, quel anniversaire, dis donc. Ça fait vraiment. On les a pas vus passer, Oui, c'est vrai. mais c'est vrai qu'on avait commencé autour de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, nos auditeurs vont pouvoir redécouvrir dans très peu de temps tous les épisodes consacrés au parcours de la France pendant cette Coupe du Monde. Pour s'y replonger, on vous prépare comme on a fait pour les tournois à destination des petits best-of, et vous pourrez vous y replonger dans cette Coupe du Monde 2019 avant de nous lancer plein pot dans celle de 2023 qui arrive et qu'on attend impatiemment. Ça va être assez drôle de nous réécouter. On était jeunes bébés à l'époque, c'était nos premiers mois sur le microphone. On n'avait pas les mêmes équipements qu'on a aujourd'hui, donc ouais, ça va être super sympa. Donc voilà, le plan pour cette 100e épisode. On va parler rapidement des différents matchs des playoffs. On a un invité spécial qu'on aime bien ici, c'est Yann Deleg. Il va venir, bien sûr, il va parler un peu de son Water Rugby, qui a un nouveau date cette année. C'est bientôt, en fait, c'est le 29 juin au 2 juillet. Mais aussi, on va parler de son premier essai en équipe de France et comme le Coupe du Monde à venir. J'aime bien ce monsieur Yann Deleg, il a plein de bonne énergie. Et aussi, j'ai un scoop, c'était un scoop pour moi, donc je suis pas sûr que c'est un scoop pour tout le monde, mais j'ai appris quelque chose avec lui, donc c'était super sympa. Mais avant de faire ça, est-ce que, Charlie, je peux faire, comme toujours, ma petite minute américaine?
Mais ça m'aurait manqué si tu ne l'avais pas fait. T'es gentil, t'es gentil. Écoute, bah, on va démarrer quand même avec la minute américaine parisien parce que j'avais dit la dernière fois qu'il y avait une nouvelle équipe de foot US Les qui s'appelle les Mousquetaires. Musketeers, voilà, qui joue dans ton stade à toi, hein, Jean Bois. Et en fait, ils sont allés pour leur premier match de leur existence, ils sont allés en Allemagne. Quand même, les Allemands, ils sont costauds en foot américain. Ils sont allés en Cologne, ils ont battu les Centurions 24-17. Eh bien, beau début pour nos Parisiens. Voilà. Et est-ce que toi, tu as déjà vu un match en vrai de foot US? De foot US, non, 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 jamais joué. J'ai des copains, les anciens Molos, là, avec qui tu as joué, Ouais. Danière, qui m'avait demandé de venir. Je t'avoue que je m'abîme déjà assez bien au rugby pour éviter de m'aller abîmer différemment, mais j'aime beaucoup. Et puis j'étais allé voir les gars, il y a quelques années déjà, mais les Molos avaient joué, je pense, une dizaine d'années, à Charletti. Ouais, à Charletti pour un match de finale qu'ils avaient joué. J'étais allé voir jouer les copains. Mais voilà, j'ai des copains qui jouent encore. Et voilà, ça m'intéresse, mais pas assez pour y avoir pour en avoir foulé les pelouses. Bah écoute, tu peux aller ce week-end, le 10 juin, tu peux aller à ton stade que tu aimes bien et aller les voir jouer ce samedi, le 10 juin. Encore un peu Je de... profite de cette petite page Foot US pour faire un gros bisou à mon Seb, dont le fils, lui, fait du rugby maintenant, mais qui a joué au Molos et qui continue encore aujourd'hui à jouer au Foot US. Voilà. Ah, superbe. Bah écoute, encore un peu de USA News parce que USA Rugby, ils vont accueillir Stade Toulousain en fait le 17 septembre et j'ai trouvé ça assez marrant parce que c'est dans un assez grand stade de 20 000 personnes, mais c'est dans un banlieue de Salt Lake City. J'étais curieux parce que Ok. Salt Lake City, c'est pas vraiment grand. Et en fait, c'est le 120e au niveau de taille de ville américaine. Et en fait, c'est comme les All Blacks qui venaient jouer à Évreux quoi, ou Belfort. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas une grande ville, mais ça devrait être assez sympa quand même pour les Toulousains d'aller à Utah pour voir un peu Salt Lake City, ça devrait être marrant. Moi, je ne connais cette ville que par les JO d'hiver qui avaient été organisés là-bas. Il me semble dans les années 2000, mais voilà. C'est curieux pour le stade toulousain d'aller là-bas, mais souhaite honneur de découvrir une partie méconnue des États-Unis. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que ça va être juste avant le Coupe du Monde, donc je me demande qui va être dans cette équipe en fait, parce qu'il y a tous les internationaux qui vont être partis. Mais bon, bref, ça va être un voyage sympa pour eux et surtout important pour le rugby américain de jouer contre le Stade de Toulousain, ça devrait être sympa. Allez, on va parler un peu de tous ces matchs avant qu'on passe à notre interview avec Yann Deleg. Ah bah, on va démarrer avec le petit match, on va dire Oyonnax-Grenoble, pour savoir qui allait monter de Pro D2. Bah, j'ai revisité un peu mes notes. Franchement, c'était un match rugueux, on va dire, rugueux et imprécis. C'était dans mes notes. Il y en a qui avaient pas mal d'opportunités de pénalité, mais vraiment, c'était un match super costaud. Beaucoup de fautes, un match très assez. Un match north and south, comme on dit en foot américain, c'est nord et sud. Très rugueux. On va vers l'avant. C'était pas très beau, mais c'était assez efficace. On va dire c'est Oyonnax qui a marqué les premiers essais dans ce match. Et Grenoble qui a fait peur directement, mais quand même, ils étaient face à un adversaire de taille montagne. Deuxième mi-temps, c'était un peu encore le même. Défense très solide, et comme on dit aux États-Unis, defense will win you championships. Et voilà, ça marchait. C'est beaucoup de grattage de Oyonnax, et finalement, dans les dernières minutes, essai encore de Oyonnax. C'était 14-3. Les pichets de bière étaient versés sur les visages des gagnants. Donc, rebonjour dans le top 14 pour Oyonnax. Welcome back. Allez, on va passer à ton match à toi, parce que toi, tu étais là pour ce Stade français Racing samedi. Bon, on commence 35 minutes. En fait, il y avait l'essai de Maclou qui a un peu relancé le match. C'était 10 pour le Stade français et 17 pour le Racing. Mais toujours les Roses qui, vraiment, ils avaient un début difficile avec un carton rouge de Monsieur Kramer. Ça pousse bien pour les Parisiens. Le chat, lui, il chope un carton jaune. Opportunité en or après des jolies cloches qui sonnent pour le mi-temps. Les Biociel collectionnent encore des cartons jaunes et ça prend du temps. Ça prend 6 minutes environ avant que l'arbitre donne l'essai de pénalité. 17-17 pour le mi-temps. Démarrage de deuxième mi-temps assez tranquille en comparaison. Beaucoup de jeux de pied et le jeune Spring a l'air d'avoir un peu de jeu dans ses jambes. Encore un carton jaune, mais cette fois côté rose. Racing marque un essai logique 26-17. Mais les Parisiens sont toujours actifs, même à 13 contre 15 à 58 minutes. Mais il manque un peu de monde pour marquer. L'arrivée de Morgan Parra avec un mini standing ovation, effet immédiat, ils sont dans les 22 des Racingmen. Le score devient 20 pour Stade français, 26 pour Racing, très serré. Toujours beaucoup de fautes côté bleu. Parra et ses hommes approchent tranquillement la ligne de 5 mètres de Racing.
Et c'est Loré who saves the day avec un joli grattage. Fin de match, Ficou est en bon endroit au bon moment pour l'essai de la fin, 33-20. Bah écoute, de déception évidemment. Quesada a eu des mots et des larmes pour Kremer à la fin du match, disant qu'il a beaucoup de peine pour lui parce qu'il allait le regretter, qu'il allait se sentir coupable. J'espère bien qu'il se sente coupable. Enfin, je trouve ça. Bon, on l'a redit, on aime bien les joueurs rugueux évidemment, mais il y a un moment quand c'est aussi répété et dans des matchs décisifs comme ça, euh, c'est anti-professionnel quoi. Quesada disait que c'est un joueur qui va beaucoup manquer au groupe, je veux bien le croire, mais là il a beaucoup coûté et qu'il s'en veuille. Bah oui, je veux pas accabler l'humain, hein. Mais il y a quand même un moment où quand c'est ton métier, ça paraît, enfin des fautes comme ça paraissent. Le ruck était absolument pas à gagner, il a déblayé à l'épaule comme un âne. On sait que c'est laisser ses coéquipiers à 14 quand on fait ça. Je trouve ça un peu, voilà, un peu triste. Du coup, je vais pas revenir sur ce match en général. Je trouvais que le Stade Français s'est quand même bien défendu, aidé par les fautes des Racingmen bien sûr, mais rentrer au vestiaire à 17-17, c'est quand même assez fort. Mais malheureusement, évidemment, sur tout un match, ça finit par coûter. Sur les choses positives, bah, j'étais content de retrouver mon Jambouin plein à craquer, sous un soleil très agréable et soleil de phase finale. Il y avait eu des débats sur le fait de supprimer les barrages parce que ça faisait trop de matchs et parce que dans d'autres compétitions, c'est le numéro un qui à la fin de la saison qui gagne et est-ce que les phases finales ce serait pas un peu de trop? Moi je trouve que non parce que ça a quand même un goût vraiment très particulier, c'est super agréable. Même ce match-là que j'ai perdu, j'étais content de le voir avec mes copains qui supportaient le Racing. Il y a 8 ans, c'est moi qui riais pour une même demi-finale Stade Français Racing qui a vu le Stade Français finir sur son dernier titre. Et bah là, c'est eux qui ont rigolé. Et puis je leur souhaite le meilleur. C'était vraiment très beau. C'était beau aussi de dire au revoir à la fin de Morgan Parra, qui est quand même un joueur qui a marqué cette génération. C'était un grand du 15 de France. C'était un grand de Clermont. C'était un grand neuf râleur comme on les aime. Oui, j'adorais chaque fois que je le voyais, il était là toujours en train de taper sur les fesses des grands et je trouvais, je disais, c'est qui ce petit gars qui fait ça? Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois, on va dire, je me suis souvenu de lui pour la première fois. C'est ça. Mais il venait de Bourgoin-Jallieu, il me semble. Ouais. Et voilà quoi. Son surnom à Clermont, c'était le merdeux. Euh, parce que voilà, c'est un mec qui pourrissait ses avants, qui pourrissait un peu tout le monde. Mais tant mieux, un vrai leader. Et il va passer coach l'année prochaine. Je lui souhaite du succès aussi en tant que coach. Tout ça pour dire que journée un peu triste. Théo était sûrement beaucoup plus content de cette journée que moi. On salue notre copain Racing Man. Mais voilà, j'étais content de retrouver les phases finales. J'ai content de retrouver mon stade plein. On espère pouvoir capitaliser sur cette fin de saison assez agréable, sur le fait qu'on soit quand même allé chercher un barrage, sur le fait qu'on va jouer la Champions Cup et que la saison prochaine, on ira un petit peu plus loin. Voilà. Ouais. Bon, on passe à l'autre match. Donc, c'était 19-33 en Perpignan. Désolé, j'ai pas regardé ce match parce que je trouve ça dur aussi parce que c'est dur le access match. Donc, en fait, si Perpignan il perdait, il redescendait en Pro D2. Et tu sais, je suis américain, donc j'ai pas cette habitude-là parce qu'en fait, ils ont pas mal. C'était pas une mauvaise année en fait pour Perpignan. Ils avaient 10 victoires dans l'année. Et écoute, Stade Français, par exemple, vous avez eu 13, tu vois, et vous êtes en playoff et Perpignan joue le match pour la descente. En fait, je trouve ça assez rude, Ouais. quelque part. Donc, ça veut dire que aussi, c'est très proche entre les playoffs et la dernière place, en fait, aussi, ça veut dire ça. Mais bon, Perpignan a pu bien gagner dans le dernier mi-temps. Donc, Grenoble, il faudrait attendre pour l'année prochaine, peut-être. Allez, dernier match du week-end, c'est Lyon contre Bordeaux. Donc, pas d'arbitrage vidéo. Peut-être tu peux m'expliquer parce que j'ai pas trop compris. Apparemment, il y avait de mauvaises météos, le bus était en retard ou quelque chose, je suis pas certain. Mais bon, le premier essai, c'est pour Jalibert. Le deuxième, c'est pour le Loup. Jolie combinaison, 9 et 11. Le 9 des Loups, Couillot, a l'air d'être bien en jambes. Jolibert aussi. Match assez ouvert, un peu de ping-pong au pied. Jusqu'à Tuyeseva avec un énorme percé. Il va finir l'action avec un joli essai. 14-8 pour les Loups. Bordeaux montre un peu d'envie de jouer, mais Lyon a tendance de gratter les ballons au bon moment. Dumortier nous montre ses cannes. Fin de première mi-temps sympa, sauf pour Couillou qui est stoppé net par l'inspecteur Jefferson Poirot.
Tony Arnaud fait un roulade dans l'embut, mais pas d'essai pour lui. Il y a quand même 3 points de plus, 17-8. Bordeaux a démarré un peu mieux pour le deuxième mi-temps, Luku avec un joli percé et Sidi Abi qui aplatit. Lyon continue avec des opportunités mais ne conclut pas. 20-15 toujours pour Lyon et c'est un double carton jaune, un pour chaque côté. Jalibert avec un peu de magie au pied mais Crétin gratte quelques minutes plus tard et il y a un armoire à glace Bordeaux-Georgienne qui essaie de décapiter Crétin, un autre carton jaune. Jeu extrêmement ouvert à 14 contre 13 et c'est l'ailier de Bordeaux, Touambi, si je prononce bien, qui marque sur un joli effort individuel. 20-22 pour Bordeaux. Le coup ajoute 3 points de plus. Et finalement, c'est le Loup qui profite de leur supériorité et marque l'essai de la gagne, sauf que le buteur rate la transformation 25-25. Et, truc de fou, Touambi fait le miracle et à nouveau, est super essai individuel et 25-32. C'est Bordeaux qui va passer. Mais même s'il y avait quelques essais qui étaient un peu limites, et bon, il y a un petit polémique sur le Twitter par rapport à cette histoire de manque de arbitrage vidéo. Oui, carrément un match beaucoup plus serré que l'autre barrage. Hein. En effet, bon, après, tout est sujet à polémique, surtout sur des matchs aussi serrés où le moindre point accordé peut jouer sur la suite de la saison. Voilà. De toute façon, moi, pour parler plus généralement, c'est quand même la première fois depuis très longtemps, depuis il me semble que j'ai vu les barrages, où j'ai vraiment l'impression que ceux qui sont qualifiés d'office pour les demi, honnêtement, les barrages, c'était juste de savoir qui allait se faire éclater par La Rochelle ou Toulouse, quoi, parce que il y a vraiment deux monstres. Non, c'est ça. Donc là, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Donc là, tant mieux pour Bordeaux, mais la prochaine marche, elle va être un peu plus dure, quoi. Donc, ouais, ces deux grands géants qui vont sortir de leur cave pour écraser les petits qui arrivent. Complètement. Ouais, bon, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais, on va voir ça dans les semaines à venir. Écoutez, je pense que c'est le moment de laisser la parole à Yann Delegue. Pack de potes, terrain 10. Alors, nous sommes toujours contents de réinviter un pote de notre pack. C'est l'ancien numéro 10 de Toulouse, de Toulon et de notre 15 de France. Et maintenant devenu Water Rugbyman. C'est Yann Delegue. Salut Yann. Salut à tous. Alors, je suis très content de te voir. Et là, on est là pour parler un peu de Water Rugby. Apparemment, ça change un petit peu. Il y a des nouveautés cette année. Ça change de date, normalement. Exactement, ça change de date. Comme on avait l'habitude de le faire au mois de septembre, pendant la Coupe du Monde de rugby cette année, on a tout décalé et on fait ça à cheval sur le mois de juin et juillet. Donc, les dates, ce sera du 29 juin jusqu'au 2 juillet. Donc, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. D'accord. Et normalement, il va être assez chaud pour se jeter dans la fleuve. Oui, bien sûr, bien sûr. Il fait toujours chaud à Toulouse. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de température, ni de l'air, ni de l'eau. D'accord, d'accord. Oui, j'étais dans le sud récemment pour aller à côté de Béziers et bon, moi qui habite dans le Haut-Doubs, je peux dire que c'était 27 degrés en mai, ça m'a changé la vie quand même. Pendant quelques jours, j'étais très content et après, je suis revenu à 10. Bref, donc ça démarre jeudi et il me semble que c'est la journée étudiante et ça démarre même avec un concours de cheerleading, c'est bien ça? Ouais, alors en fait, effectivement, on va commencer dès le jeudi 29 juin par un tournoi des étudiants. Donc, il y a une vingtaine d'équipes étudiantes qui seront présentes et qui vont s'affronter sur la plateforme flottante et entrecoupé justement d'un concours de cheerleaders, effectivement. Les écoles vont venir avec leurs cheerleaders, vont venir aussi avec leurs fanfares, leurs bandas. Donc, ça va à 100% d'animation dans cette journée, ça va être le feu. Les joueurs étudiants vont venir déguisés, donc il y aura une très, très grosse ambiance dès le jeudi. Donc ça, c'est génial. Après, il y aura la soirée, bien entendu, la soirée étudiante sur place. Donc, ça va être un très grand moment aussi avec un DJ qui va animer tout ça. Donc, des belles festivités qui s'approchent. Et après, on va basculer au vendredi. Le vendredi, c'est le tournoi inter-entreprise. Donc, c'est 25 entreprises qui vont s'affronter. Donc, là aussi, voilà, dans la bonne humeur, bien entendu. Ces équipes seront renforcées par un joueur international qui va venir les coacher et jouer avec ces équipes-là. Ah, chouette. C'est cool aussi parce que c'est vraiment une ouverture d'esprit d'affronter les équipes entreprises avec des joueurs internationaux qui complètent ces équipes. Je trouve ça génial dans le principe. Et puis après, il y aura une grosse troisième mi-temps aussi dans un lieu privé. Et puis le week-end, samedi et dimanche, là, ce sera ouvert aux joueurs amateurs. Il y aura une quarantaine d'équipes amateurs qui vont s'affronter.
pendant tous les 2 jours de samedi et dimanche. Donc ça va être super aussi. Il y aura une initiation pour les enfants pendant 1 heure le samedi, pendant 1 heure le dimanche aussi. Il y aura le tournoi des All-Stars, des légendes, bien entendu, avec une quarantaine d'anciens internationaux, français, étrangers, qui seront présents sur l'événement. Un tournoi de rugby féminin, enfin un match de rugby féminin de haut niveau, avec pas mal de filles, des anciennes de l'équipe de France, donc ça va être superbe aussi. Et puis la nouveauté aussi, c'est dès le vendredi et aussi le samedi, il y aura 2 matchs d'exhibition de rugby fauteuil avec les mêmes règles. Les fauteuils vont devoir se jeter dans l'eau pour marquer des essais. Alors, vous inquiétez pas, on a tout pensé au niveau sécurité, on est au point, mais voilà, c'est l'inclusion totale, c'est un événement de tous les rugby finalement, pour les passionnés en tant que spectateurs et pour les joueurs, mais les joueurs de tout âge, de tout niveau, et valides ou invalides. Ouais, je trouve ça super. Nous, on est aussi fans de tous les rugby, notamment, donc tu as dit rugby fauteuil, ils ont aussi gagné récemment le champion d'Europe, les hommes. Est-ce qu'il y aura des internationales aussi présents? Alors, je ne sais pas encore au niveau des équipes. Alors, il faut savoir aussi que dans le rugby fauteuil, il y a plein de rugby fauteuil différents. Il y en a un qui est validé par la fédération, c'est eux qui ont été champions d'Europe. Ça ressemble un petit peu à du rugby, mais moi, à mon goût, ça ressemble plus à du football américain. Ils ont le droit de faire des passes en avant. Ah, Le rugby qu'on va pratiquer, le rugby fauteuil qu'on va pratiquer, le rugby fauteuil à 7 qu'on va pratiquer là, c'est des passes vers l'arrière, les vraies règles de rugby, contrairement peut-être au rugby fauteuil validé par la fédération. Donc, ça va d'accord. vraiment ressembler à du rugby. Bah, en tant que pilier, il y a un truc qui m'intéressait beaucoup, notamment à midi, il y a mêlée des chefs. C'est quoi alors? Ah, ça ne m'étonne pas que ça t'intéresse, ouais. L'ancien pilier. Eh bien, on mélange en fait la gastronomie à notre plaisir sportif, puisque beaucoup de grands chefs sont passionnés de rugby. C'est vrai qu'il y a toujours une passerelle entre la bouffe et ce sport-là. Et donc, c'est des chefs qui vont venir. Alors là, on aura la chance d'avoir Andrea Lociciro, qui est un ancien pilier italien, qui est, Ok, qui est réorienté après sa carrière vers la gastronomie. Et en même temps, c'est un showman. En ce moment, il est sur une télé-réalité italienne, plutôt pour l'exemple. Et c'est lui qui viendra avec un autre chef animer la mêlée des chefs. Donc l'idée, c'est de faire un jeu en fait avec tous les joueurs internationaux qui vont devoir s'affronter pour faire des recettes que l'Ochichiro leur aura concoctées. Et donc, il y aura les ingrédients qui sont là et ils devront faire la recette. Donc, ça va c'est être, assez ludique. C'est un grand moment de plaisir et de déconne. ça va être un Iron Chef entre rugbyman, ça va être fantastique ça. Ouais, ça va être génial. Et le public pourra goûter justement ces petits plats des joueurs internationaux. Bah, superbe, superbe. Bah écoute, ça a l'air super intéressant. Et en plus, le dimanche, tu finis par un rediffusion d'un match. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors oui, effectivement, comme on va fêter avec le Stade Toulousain euh, le titre de champion d'Europe en 2003, avec tous les copains qui avaient participé à cette année-là. Donc du coup, effectivement, je pense qu'on va rediffuser cette finale de 2003 qu'on avait gagnée en Irlande, à Dublin, contre Perpignan. Donc ça va être un bon moment d'émotion aussi de revoir finalement 20 ans après les champions d'Europe de Toulouse. Et c'était une équipe, mais loaded, comme on dit en anglais. C'était un sacré équipe pour toi en 2003. Ah oui, il y avait des grands noms du rugby, il y avait Fabien Pelous, il y avait Frédéric Michalak, Poitronneau, Servat, enfin, on peut en citer beaucoup, mais ouais, il y avait du lourd, ouais. Ouais. Et à ce moment-là, je pense pas que j'ai regardé le rugby beaucoup. Donc, est-ce que c'était un bon match pour toi? Ouais, forcément un bon match. Quand on gagne une Coupe d'Europe, c'est forcément un bon match. Non, mais c'est un très très bon souvenir et je me rappelle effectivement que c'est un match où il y avait beaucoup beaucoup de vent. Donc on avait eu du vent pour nous en première période, on avait gagné quasiment 20-0. Et en deuxième mi-temps, c'est Perpignan qui avait remonté le score. Et en fait, tout à la fin du match, j'avais mis une pénalité contre le vent. J'avais tapé de toutes mes forces parce qu'il y avait vraiment un vent incroyable. La pénalité était passée et ça nous avait assuré la victoire. Donc, c'est un très bon souvenir. Bah super, bah c'est sympa de pouvoir partager ça avec des personnes et le revivre avec des copains qui vont être là. Ça va être vraiment cool. Et normalement, tu attends combien de personnes pour ce week-end comme ça? Bah, écoute, l'année dernière, on a fait encore un record. Chaque année, c'est un nouveau record. L'année dernière, il y a 38 000 personnes qui sont Ah passées ouais, sur l'événement. Donc, c'est juste incroyable. Alors, il faut savoir que là, on parle beaucoup du sportif, de l'événement, de la plateforme. Mais en fait, sur la place de la Dorade, donc, où a lieu l'événement, il y a tout un village de partenaires avec plein d'animations, avec tous les sponsors qui font des animations pour les enfants, pour les adultes. Donc, ça bouge beaucoup. Il y a 5 food trucks, il y a 2 grandes buvettes. Donc, ça vit, en fait, de 10 heures du matin à minuit, ça vit sur le village des partenaires. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui vient voir. Et puis aussi parce que c'est gratuit pour les gens. oui, c'est gratuit que pour les gens qui nous écoutent à Pack de Potes, c'est bien ça.
Ah, si tu veux, ouais. C'est une battu pour tous ces gens-là et pour tous les autres. Ok, ok, ok. Bah cool, je sais, donc tu parlais on va dire du village, et je sais que normalement il y a peut-être le Sales Betting Academy qui va être présent, je pense qu'ils sont présents assez fréquemment, je ne suis pas certain si c'est le cas pour cette année, mais il y a un autre projet qui est très important pour toi, c'est l'association Rugby French Flair, j'imagine que tu vas avoir un stand. Ouais, exactement. Il y aura un stand pour diffuser de l'information, pour faire connaître aux gens cette association. C'est une association qui est composée de plein de rugbyman, internationaux ou pas, beaucoup de rugbyman. J'en suis le vice-président, comme Emile Tamac et Eric Bonneval, par exemple. Et c'est vrai que c'est une association où on va aider les enfants dans des situations d'extrême pauvreté à Madagascar, au Sénégal et en Colombie. Là, je suis revenu de Colombie il n'y a pas longtemps en voyage de repérage. Donc, on va sélectionner des associations locales qu'on va aider. Donc, on va aider des enfants à travers des associations locales, entre 7 et 8. Et donc, on va les aider financièrement pour subvenir à leurs besoins et à leurs projets autour de la nutrition, de l'éducation et de la santé. Donc, des fois, on monte des dispensaires, des fois, on monte des salles de classe, des fois, on leur amène à manger. Enfin, voilà, on fait plein de choses pour eux. Et humainement, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Et là, au mois de novembre, il y aura une mission. On partira à 30 rugbyman en Colombie pour aller aider ces enfants. Ah ok, ça va être superbe. Donc Rugby French Fair, on peut découvrir ça sur LinkedIn et sur les réseaux, sur le site web Ouais, il y a aussi. même le site internet, exactement. Ouais. Bon, superbe, donc ça va être génial. C'est le dernier week-end de juin vers juillet, donc il va faire bien chaud comme il faut. Et j'ai l'impression, en fait, finalement, Yann, c'est toi qui lance la Coupe du Monde dans un sens, non? Eh ben, un petit peu, tu as raison. Parce qu'il y a plein de joueurs étrangers qui seront présents. Bien sûr, on aura un focus sur la Coupe du Monde, on va beaucoup en parler. Les joueurs qui participent au Water Rugby, c'est des joueurs pour la plupart qui ont fait des Coupes du Monde. Donc évidemment, ça va être un moment important où finalement il y a une concentration de plein de joueurs français et étrangers qui auront participé à la Coupe du Monde dans les années passées et qui pourront être là. Donc c'est un petit peu effectivement un warm-up de la Coupe du Monde, quoi. Ouais, bah super, ça va être une belle fête et une belle opportunité de parler de rugby et tous les rugby, on adore ça. Donc je sais que, tu sais, dans notre premier entretien qu'on avait fait il y a maintenant 2-3 ans, je sais que toi, tu es un homme d'idées et je sais que tu es plein dans ton projet aujourd'hui de Water Rugby, mais je me dis, mais tiens, il y a quoi d'autre comme nouveau projet qui va sortir bientôt? Bah, déjà, c'est le développement du water rugby. C'est-à-dire que toi, là, par exemple, je suis en train de voir avec Monaco. Normalement, il pourrait y avoir un water rugby à Monaco dès le mois de juillet de cette année. Donc, on Ouais. est en train d'y travailler là fortement. On a une grosse réunion dans pas longtemps pour valider le projet. Donc, ça, déjà, c'est assez sympa. On a vu l'année dernière déjà, et c'est renouvelle encore cette année, qu'à la Trinité-sur-Mer en Bretagne, il y a l'Oval Rugby sur mer, donc c'est un dérivé aussi du water rugby. Donc voilà, ça commence à faire des enfants, tu vois. Et puis j'ai rendez-vous la semaine prochaine à Abu Dhabi, où ils sont intéressés aussi pour faire dans la marina de Yas Marina à Abu Dhabi, où il y a le circuit de Formule 1, pour faire également un water rugby pour 2024. Donc voilà, on est en plein développement. Et puis je commence à réfléchir aussi, mais alors ça c'est top secret pour l'instant, à une pratique sportive sur l'eau qui ne serait pas du rugby. Mais ça, je ne peux pas encore en parler, Ok. mais Bah, ça va peut-être arriver, ouais. ok, bah, Pour 2024. tu reviendras pour m'expliquer tout ça. Et bien sûr, bah, je reste à ta disposition pour le Coupe du Monde de rugby au USA. Donc, si tu as besoin de traducteur ou quoi que ce soit, je suis là pour toi. D'accord, c'est super. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu es un homme de plusieurs vies aussi. Et j'ai l'impression aussi que tu es une personne qui est pas de style, bah, je vais revenir sur des choses que j'ai déjà faites. Donc reprendre le casque de consultant Canal+, ça t'intéresse plus ou c'est un autre vie, c'est une étape déjà passée? Alors, c'est l'étape passée, effectivement. Après, j'ai fait un petit peu Eurosport, j'ai fait un petit peu l'équipe TV l'année dernière. Et là, la nouveauté quand même, c'est que pour la Coupe du Monde, je serai consultant pour M6. Ouais, cool. Ok, Ça, c'est génial. sympa. C'est un nouveau défi pour moi, j'en suis très fier et très content. Et puis en plus, ce que j'aime, c'est que le discours aux téléspectateurs sera forcément différent de ce que j'ai vécu avant, parce que là, on va parler à des gens moins initiés, qui sont là pour découvrir ce sport-là à travers la Coupe du Monde. Donc il va falloir un discours plus pédagogique sur des gens qui ne sont pas forcément des aficionados et des connaisseurs de rugby. Donc ça va être sympa aussi de faire découvrir ma passion au plus grand nombre. Et ça, je suis impatient d'être sur les antennes avec M6. Ouais. Ah, bah, ça va être super, je savais pas. Well, congratulations, that's great news. Et aussi, tu ramènes ça avec un énergie que j'adore, donc ça va être superbe. Cool. Et en fait, ça te mis en one-to-one contre Dimitri, non? Oh, non, non, non. Non, non, parce qu'en fait, quand un match est diffusé sur une chaîne, il n'est pas diffusé sur une autre chaîne. Donc, en fait, c'est plus
quelque chose qui vient ajouter, qui vient remplacer. Ah, ok. Et puis je vais m'inspirer de Dimitri qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui est très très fort. Ouais, je trouve qu'il fait un super boulot, super boulot. Écoute, et donc ça veut dire, tiens, si tu reviens faire un peu de consulting, est-ce que ça veut dire peut-être tu vas relancer le rugby à neige, là, le tournoi de 6 stations? Parce que peut-être dans le monde de ski, moi j'habite dans une station de ski, et je vois que tiens, ils ont besoin d'un peu de relancement. Pourquoi pas? C'est pas encore à l'ordre du jour, mais dans la vie, on ne sait jamais. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui regarde demain et après-demain, mais je fais pas des plans à 10 ans. Donc, à tout moment, cet événement-là pour revenir parce qu'effectivement, c'était un bon moment. D'accord. Et alors oui, donc pour décompresser, alors si tu es toujours vers l'avant, qu'est-ce que tu fais? Un peu de jardinage, un peu de la pêche, et qu'est-ce que tu fais pour décompresser? Non, mais je joue au golf. Ouais, je joue Ah au golf. tiens, Ouais, j'ai la chance d'avoir ma femme qui est aussi une golfeuse. Donc on s'octroie un petit peu de temps des fois pour aller jouer au golf. Alors, je t'avoue que sur le mois de mai et de juin, là, j'ai vraiment un programme très, très chargé avec les événements qui arrivent. Mais sur la deuxième partie de l'année, même s'il y a la Coupe du Monde, je pense que je vais pouvoir davantage jouer au golf et j'adore ça. Ouais. Non, mais j'ai le virus du golf. Ouais. ah ouais, c'est marrant parce que j'ai joué pendant quelques années et bah, moi je suis dans le montagne de Jura, dans le Haut-Doubs et en fait finalement j'ai appris que j'aime juste marcher en fait. Donc j'ai dit bon, j'arrête avec les sticks là, je les ai toujours, ils sont dans le garage, mais je dis bon, Moi, c'est j'arrête et je l'inverse. marche. Moi, c'est l'inverse. Je pourrais que jouer en voiturette, à la limite, ça m'irait. Ouais. Non. Ah, ok, ok. Tiens, bon, si on parlait tout naturellement finalement de ce Coupe du Monde qui va venir, en fait, mais avant ça, toi qui as joué sur l'équipe de France, la dernière fois, tu nous as parlé des moments que tu as fait marquer des autres, mais j'ai vérifié. Et toi aussi, tu as marqué des essais en bleu. Et est-ce que tu peux nous parler de au moins une fois qu'on t'a marqué? Sincèrement, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir marqué des essais. Je me souviens d'un essai, peut-être le premier, mais je croyais que j'en avais marqué qu'un. D'ailleurs, je sais même pas. Toi, je tiens pas les comptes statistiques pour ça. Il me semble deux. Ah, peut-être, mais j'en ai oublié un, tu vois, pour te dire. Sur les deux, pourtant, j'aurais pu m'en souvenir. Il n'y en a pas beaucoup. Moi aussi, je pense que j'ai marqué dans toute ma carrière de rugby. Bon, bref. Alors, En équipe de France, je me souviens de l'essai que j'avais marqué en Irlande. C'était en 95, lors du tournoi des 5 nations à l'époque, il n'y avait pas encore l'Italie, je crois. Et ouais, bah, c'était un moment magnifique. Effectivement, je jouais numéro 10 dans ce match-là. C'est la première fois que je jouais numéro 10 avec l'équipe de France parce que mes premières sélections, c'était 3 quarts centre. Et donc là, j'étais avec une équipe de vieux grognards, puisqu'il y avait pas mal de joueurs en fin de carrière, mais toi, pas n'importe qui, des papas, quoi. Toi, il y avait ouais, ouais. des mecs comme Marc Session qui était devant, il y avait des joueurs qui avaient marqué le rugby français. Et notamment derrière, il y avait Philippe Sella au centre avec Franck Menel. Donc, toi, c'est des mecs, il faut savoir quand même que 5 ans avant, je les regardais jouer à la télé, ils étaient en poster dans ma chambre, toi. Et je me retrouve à côté d'eux. Et effectivement, je marque un essai en Irlande sur un côté fermé. Je crois que c'est Emile Ntamak qui me fait la dernière passe avant d'aller aplatir. Et puis, je fais un très beau plongeon, comme j'avais vu à la télé, toi. Génial. Oui, parce que toi, à l'époque, c'était 95, c'était un de tes premières caps, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Ben, ma première cap, c'était en 94, un an avant, en Écosse. Et donc, ça, c'est le tournoi. Bah, après, il y avait eu la tournée en Nouvelle-Zélande, quand on va gagner chez les All Blacks. Et puis, bah, ça, c'est le tournoi d'après, juste avant la Coupe du Monde. Ouais, ouais, ouais. Donc, aussi, comme tu as gagné en 2003, Dublin, on va dire de Coupe du Monde de Heineken Cup, on va dire le Dublin, il y a des bons souvenirs là-bas pour toi. Ouais. Et aussi, il y a des bons souvenirs à Twickenham. Alors, il y a des bons souvenirs à Twickenham, mais pas que des bons souvenirs. Ouais. J'y ai quand même pas mal perdu avec l'équipe de France, mais j'y ai gagné une fois, effectivement, en 2005. Écoute, la France n'avait jamais gagné à Twickenham pour le tournoi des 6 nations ou des 5 nations jusqu'à cette année. Et cette année, les Français ont fait un exploit phénoménal parce qu'ils n'ont pas gagné, ils ont explosé l'équipe d'Angleterre à Twickenham. Donc voilà, à chaque année, il y avait Dimitri Ashvili qui m'appelait en me disant Yann, on a encore le record. Personne n'a jamais gagné depuis 2005. Bon, maintenant, il ne m'appellera plus. Ah ouais, 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 c'est ça. Et je dis, il n'y a pas que des bons souvenirs parce que j'ai aussi perdu là-bas avec Toulouse en 2004 la finale de Coupe d'Europe contre les Wasps. Et ça reste un mauvais souvenir de ma carrière parce qu'on avait le match en main et il y a eu un petit fait de jeu à la fin avec Clément Poitrenaud qui oublie d'aplatir dans l'embut. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on prend cet essai assassin à la dernière seconde du match et
Donc, c'est un mauvais souvenir, ça. Ouais. C'est marrant parce que je suis revenu quand j'ai regardé un peu le 2003, on va dire le Champions Cup à ce moment. En fait, c'était assez incroyable parce que les équipes françaises, il y avait Toulouse, il y avait Clermont, mais après, il y avait Béziers, Biarritz, Bourgoin-Jallieu. En fait, ça a complètement changé depuis 20 ans. On va dire le top 14, c'est plus exactement les mêmes têtes, en fait. Et moi, en tant qu'Américain, j'ai pas cette habitude de voir, parce que nous, on a juste les NFL. Les NFL, les équipes restent toujours là. Ouais, donc ça a pas mal changé. Ah, ben, le professionnalisme a fait qu'effectivement, les grandes villes ont pris le pas sur les plus petites villes, finalement. Voilà, c'est ça, ouais. Tiens, aussi, on parlait de notre équipe de France aujourd'hui. Oui, la différence, on va dire, dans ta victoire à Twickenham, c'était quand même une victoire défensive, où celle de récemment, c'était incroyable. C'était une victoire d'attaque, mais offensive incroyable. En fait, quels sont les points d'amélioration pour cette équipe? Nous, on est tellement emballés que tout est rose. Peut-être pas les bonnes couleurs, mais tout est fantastique. Mais c'est quoi alors les points d'amélioration pour cette équipe? Le premier point d'amélioration, que ce soit pour les équipes françaises en Coupe d'Europe ou que ce soit pour l'équipe de France, c'est de gagner les Irlandais déjà. Ouais, c'est ça. Déjà, gagner les Irlandais, parce que c'est une équipe qui est exceptionnelle également. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il nous manque toujours un petit quelque chose pour gagner comme cette équipe d'Irlande. Donc déjà, le point important, c'est celui-là. Après, sincèrement, ça va être... Il y a un phénomène qui est très important, c'est que pour cette Coupe du Monde, il va y avoir des entraînements très longs ensemble avec l'équipe de France, une vraie préparation longue. Et ça, c'est très bien pour l'équipe de France, parce que je pense que, contrairement à l'équipe d'Irlande, pour la prendre en exemple, nous, on n'a pas l'habitude de s'entraîner aussi longtemps ensemble. Et je pense que de s'entraîner pendant toute la préparation Coupe du Monde, ça va nous amener quelque chose en plus. Et j'espère que ça va. Après, sincèrement, on a une équipe qui est magnifique, défensivement, offensivement. On a des pépites dans cette équipe qui sont capables de créer le danger. Chaque joueur est à lui tout seul un joueur qui peut faire la différence. Donc, on a dans cette équipe de France peut-être 5 ou 6 joueurs qui sont les meilleurs du monde à leur poste. C'est pas rien, c'est juste exceptionnel. Moi, je pense pas. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu une équipe de France aussi forte, avec des joueurs aussi forts qu'aujourd'hui. Et en plus, qui sont jeunes, mais en même temps qui ont de l'expérience et qui vivent plutôt bien la pression, qui ont beaucoup d'humilité et qui nous donnent l'impression de bien vivre cette pression. Donc, sincèrement, tous les voyants sont verts. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour cette Coupe du Monde et pour notre équipe de France. Je suis le premier supporter, bien entendu, mais j'ai beaucoup de confiance pour eux. Ouais. Ouais. Je pense que quelque part, le danger, pour moi, c'est qu'on dit qu'il est un peu pour nous, en fait. C'est chez nous, c'est notre destin. Et parfois, c'est peut-être un peu le danger. Je pense que on a parlé beaucoup de Dimitri aujourd'hui, mais je pense que c'est lui qui a dit quand tu as battu les Anglais chez eux, tu as gagné le tournoi de 6 nations. Et en fait, nous, le premier match, ça va être les Blacks. Et si on les bat, est-ce qu'on va dire, ah ouais, c'est le tournoi où le Coupe du Monde, il est réussi? Quelque part, c'est un danger pour nous, en fait. Je ne pense pas que le premier match contre les Blacks soit un danger si on gagne. C'est mon avis, je ne pense pas. En revanche, il y a quelque chose qu'il va falloir gérer qui va être très difficile, c'est notre quart de finale. Parce que le quart de finale, on va jouer contre ou l'Afrique du Sud, ou l'Irlande, ou l'Écosse, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Et que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Irlande, ça fait partie vraiment, comme la France d'ailleurs, des favoris de cette Coupe du Monde. Et donc, quand on aura joué cette équipe, si on gagne ce quart de finale, ce qui sera une chose très difficile, que ce soit contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud, si on gagne, j'ai peur qu'on ait une décompression mentale, parce qu'on aura une grosse débauche d'énergie mentale dans ce match-là. Et après, on jouera peut-être, je ne sais pas, l'Australie, l'Angleterre, mais qui ont l'air un petit peu moins bien aujourd'hui, mais qui seront au rendez-vous de ce match-là. Et ça joue tellement à rien du tout, le rugby de très haut niveau, que la décharge mentale qu'on va avoir sur le quart de finale, va falloir vite qu'on remette une charge mentale pour la demi-finale, parce que, je ne sais pas si tu te souviens, la Coupe du Monde 2007, on avait gagné les All Blacks en quart de finale, et on avait perdu le match d'après contre l'Angleterre. Donc, quelque part, on avait eu l'impression, quand on avait gagné ce quart de finale, qu'on avait réussi notre Coupe du Monde. Mais bon, je pense que les joueurs sont assez matures aujourd'hui pour penser que si on gagne le quart de finale, qui sera un match très, très difficile, il y a un match qui sera encore très difficile le week-end d'après pour les demi.
Ouais, ouais. Et en fait, oui, même plus récemment, dans la dernière Coupe du Monde, c'était la même. L'Angleterre a battu les All Blacks avec un c'était un incroyable match incroyable. Bon, après perdre contre l'Afrique du Sud, ouais, Exactement. ouais, ouais, c'est ça. Ok, donc méfiance pour nous, hein. Mais je pense que ça. Mais franchement, je hâte. Ça fait. En fait, on a créé ce podcast dans la dernière Coupe du Monde et ça existe depuis ce temps-là. Et je suis content. Je suis dans tous mes planifications pour voir si comment on va attaquer la nouvelle parce que ça va être génial. Tiens, en parlant de ça, je sais que tu vas être occupé, mais est-ce que ça t'intéresse de revenir pour m'aider à faire, par exemple, un des poules pour, on va dire, décrypter un petit peu un pool. Oui, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Il faudrait que je trouve un moment pour le faire, c'est tout. Ouais, ouais, c'est chouette. Donc oui, on souhaite vraiment le meilleur pour notre équipe de France pour ce 2023 et j'espère qu'en 2024, en fait, nos filles vont finalement battre ces terribles Red Roses. Oui, c'est difficile là aussi, hein. C'est vrai qu'on a une équipe féminine qui est très forte. Je trouve dans le rugby féminin, il y a beaucoup d'écart entre les équipes. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a les Anglaises qui paraissent favoris tout le temps, les Néo-Zélandaises qui sont presque du même niveau, les Françaises, clairement troisième. Apparemment, et après, il y a un gros gap avec toutes les équipes en dessous qui sont bien moins bonnes, quoi. Et on le voit sur les matchs, il y a beaucoup d'écart au score. Donc ça me gêne un petit peu, c'est dommage. Ce serait bien qu'il y ait un niveau qui soit à peu près égal entre toutes les équipes, ce serait plus sympa à regarder. Mais effectivement, ben, le rugby français féminin doit apporter des modifications dans sa structure pour arriver au niveau des Anglaises. Et je pense que la révolution est en cours. On est en train de mettre des choses en place au niveau des clubs, au niveau du championnat domestique français féminin, au niveau de la fédération, pour justement permettre aux filles d'être plus professionnelles, de pouvoir mieux s'entraîner, de jouer des matchs tous les week-ends de plus haut niveau, ce qui se fait d'ailleurs en Angleterre, hein, d'être certainement mieux rémunérées aussi, pour pouvoir plus mettre du temps dans la pratique rugby plutôt que dans leur travail qu'elles font à côté, pour performer et pour enfin battre ces Anglaises dès l'année prochaine pour le tournoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, nous, on est vraiment convaincus qu'on est sur la bonne voie avec tous les personnes qu'on voit dans les stades pour l'équipe de France féminine. Je trouve ça magnifique, quoi. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, on les encourage par la suite. Bah, écoute, ça va être un super Coupe de Monde, mais avant ça, hein, la fête démarre. Avant ça, avec le Water Rugby. Exactement, je donne rendez-vous à tout le monde, donc à partir du 29 juin, du jeudi 29 juin, jusqu'au dimanche 2 juillet, pour la grande fête du rugby, pour les petits, pour les grands, toute la famille est réunie. Ça va être un moment exceptionnel. Je vous invite à venir à Toulouse et c'est gratuit. Voilà. Bah, super. Merci d'être passé, Yann. Merci à toi, à très bientôt. Ciao, ciao. Pack de potes, terrain 10. Allez, sans transition, il faut quand même mettre un mot sur l'affaire Hawass. Oui, je pense que c'est quand même assez nécessaire d'en parler parce qu'on a tous vu tourner ces images qui nous ont choqués, Bouleversé, oui. bouleversés complètement. La réaction de Clermont était très saine, à savoir de faire une rupture de contrat. Il devait rejoindre Clermont l'année prochaine. Ils ont juste dit que ça ne correspondait pas aux valeurs du club, du rugby ou de ce qu'ils défendaient et qu'ils voulaient se désolidariser de ces gestes. Je trouve ça très bien qu'il y ait des prises de position franches et claires contre ce qui s'est passé. Ouais, je pense que le grande communauté de rugby, on doit soutenir les femmes qui sont victimes de ces violences conjugales. C'est un must. Et moi et toi, Charlie, on est tous les deux des grands garçons qui jouent au rugby, qui sont élevés par les femmes. C'est super choquant et on peut pas laisser ça passer dans notre monde de rugby et dans notre monde actuel. C'est une affaire qui a dépassé le monde du rugby, dont on parle comme un fait de société. Donc, je pense qu'il est important que le monde du rugby condamne d'un bloc et fermement et en entier ce genre de violence. Voilà. Il nous semblait juste nécessaire de donner notre avis là-dessus et de faire partie de ce bloc du rugby qui condamne ce genre de comportement. Mais une fois que ça a été dit, le rugby, ce n'est pas que ça, fort heureusement. Il y a beaucoup de positifs. Et pour cette période qui va s'offrir à nous, parce qu'il y a encore quelques petits matchs de phase finale, mais entre la fin des phases finales, des championnats et le début de la Coupe du Monde, on va avoir un peu faim. Et du coup, moi, je vous conseille quelques petits trucs à vous mettre sous la dent. D'abord, je ne sais pas si vous connaissez Rugby Vids, un ancien guettéba, un YouTuber qui fait des petites compiles il faisait la Coupe d'Europe avant, ou des petits trucs comme ça. Maintenant, il fait de plus en plus de vidéos un peu longues. Donc, The French Renaissance, tout est dans le titre, évidemment. Ça parle de cette équipe de France sous l'ère Galtier qui retrouve son flegme, son jeu et ses victoires. Ça régalera tous les amateurs de rugby et spécialement les amateurs de rugby français et ça va nous aider à patienter jusqu'à cette Coupe du Monde à venir.
dans un autre registre, mais tout aussi agréable. Je vous avais parlé il y a 4 ans pendant la Coupe du Monde de cette mini-série produite par la Société Générale. C'est pas pour faire de la pub, c'est que c'est plutôt qualitatif. Ça s'appelle Terrain favorable. Ouais. Il y a déjà eu 3 saisons. Les 2 premières, il me semble, ils allaient voir un club de Roubaix. Dans la dernière, c'était un peu international. Donc c'est Johnny Wilkinson, Thierry Dussautoir. Cette année, il y a Richie Mako aussi, il me semble, qui s'intéressent. C'est à chaque fois un rapport entre le professionnel et le rugby amateur. Donc c'est des grands noms, des légendes de ce sport qui dans cette saison 4 vont dans le Pays Basque pour un derby régional et vont coacher un peu les 2 équipes du derby. Voilà, pour vivre un peu la passion du rugby basque à la française. Dans ce petit tour, je vous conseille quand même Rafu, dont on a parlé tout à l'heure pour aller voir ma tronche dans un journal, qui est pas mal. Et ben voilà, pour conclure mon petit tour de presse, je voulais faire un petit coucou à Lénaïque qui a annoncé sa retraite des terrains là dans la semaine précédente. Voilà, elle a eu un super beau parcours en équipe de France et en club. Elle a fini en Angleterre comme ça lui plaisait, et elle est passée aussi par le Pack de Potes pour nous parler un peu de son parcours et de sa passion. Je vous invite à réécouter son interview. Donc, en fait, ça va être la deuxième personne qui passe à Pack de Potes, qui va être sur M6 aussi, parce que normalement, elle va joindre Yann Deleg pour commenter M6 pour la Coupe du Monde. Donc, bravo à Léneg pour cette super carrière sur le terrain, mais aussi en dehors et tout ce que tu fais pour promouvoir le sport féminin. Allez, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec vos potes sur les WhatsApp, sur les messages, sur tout ça, sur les réseaux. Likez, partagez, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit mot aussi, un review sur Apple, ça fait du bien aussi, ou Podcast Addict, où vous êtes sur votre plateforme de podcast, vous mettez un like, un review, un 505, ça nous fait du bien aussi. Allez, écoutez tout le monde, donc j'espère à très bientôt, après le final, on va dire, de ce top 14. Ouais, il y a encore, comme d'habitude, pas mal de petites choses à venir devant nous. On attend vos petits messages et j'ai hâte de vous retrouver pour commenter la finale qui, à mon avis, sera quand même un petit Toulouse-La Rochelle, mais j'ai hâte de vous retrouver pour ça. Salut mon ticket, salut les écouteurs. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Salut.